Bonsoir et bonjour à chers auditeurs, chères auditrices. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission hebdomadaire She Knows de Iris News à la radio Indonésie Culture en direct sur 88.2 MHz et 99.9 MHz. Alors, aujourd'hui, je vous invite pour une journée spéciale. Déjà, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin, à tous et à toutes, bien sûr. Et j'en profite pour accueillir notre invité du jour. Je ne veux pas en dire beaucoup. Je veux la laisser se présenter. Je veux la laisser vous parler d'elle. Parce que si moi je m'y mets, on ne va pas finir cette journée. Alors, madame, bienvenue. Parlez-nous de vous. Bon après-midi d'abord. Bon après-midi. Ok, bonne fête à tout le monde. Je m'appelle Cynthia Dusabe. Je suis mariée. J'ai 3 enfants aussi. Et je suis dans le domaine d'autonomisation des femmes, c'est ce que je dirais, mais aussi des jeunes quand même. Continuez, il y en a beaucoup plus que vous n'avez pas abordé. Ok, bon, je me suis présentée comme une femme ayant des enfants parce que c'est ce que je fais d'habitude, comme quand on dit tu as un travail, pour moi c'est homemaker, femme au foyer, c'est ce qui vient pour en premier temps, mais aussi lorsque j'ai un peu plus de temps, je fais de l'administration. Donc, je suis assistante administrative dans Mercy Surgeons et aussi Bethany Kid. Et aussi, j'ai eu la chance d'être fondatrice et coordinatrice de Mucho Ministries, qui aide les jeunes aussi et les femmes aussi. Ok. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour cette présentation. Allons direct dans le vif du sujet. Cynthia, elle a fait quoi comme études? Cynthia, elle a grandi où? C'était quoi la dynamique familiale quand Cynthia était petite? Et aussi, non, ok, ça on va en parler plus tard. Répondez d'abord à ça. Alors, Cynthia est née comme le premier enfant de la famille. Je suis l'enfant aîné. Ok, d'accord. Voilà, dans une famille de 5 enfants. Donc, j'ai une sœur et 3 frères. Et aussi, j'ai fait mes études primaires à Jabé. Je ne sais pas si vous connaissiez Jabé. Et l'école secondaire, quand même, j'ai changé beaucoup d'écoles, mais je dirais que j'ai fait le lycée Vugizo, Notre-Dame. Aussi, l'université, j'ai fait Hope Africa pour 2 ans, mais aussi j'ai eu mon baccalauréat alors que je faisais mes études en ligne en Inde. Voilà. Le baccalauréat, c'était en quoi? C'était en business administration. D'accord. Et parlons de la dynamique à la maison. La dynamique à la maison, c'était comment? Est-ce que maman travaillait? Est-ce que papa travaillait? C'était comment? Mon père travaillait, oui, il avait un restaurant. Et il a toujours un restaurant aujourd'hui. Voilà. Et ma mère était aussi, elle était juge. Je ne sais pas si vous connaissez juge. Voilà. Elle a changé beaucoup de résidences. Je me rappelle pas comment on appelle les zones. Tu vois, quand il y a Kinindo, Musaga. D'accord. Voilà. Donc, elle a été juge pendant toute sa vie. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment était la Cynthia de 20 ans et quelle était sa passion ou son plus grand rêve? Ok, d'accord. Cynthia de 20 ans, elle était innocente. Elle croyait en tout. Elle rêvait beaucoup. Elle aimait chanter. Et son plus grand rêve était de participer à un concert de Hillsong ou bien de CeCe Winans. Ok. Et ce que j'aime, et ça m'encourage vraiment de rêver, c'est que l'année passée, j'ai pu participer à un concert de CeCe Winans. That's nice. Alors, n'arrêtez pas de rêver. C'est grand,
c'est pas grave. Un jour, ça arrivera. Alors, est-ce que Cynthia, quand elle était jeune, elle avait pensé qu'un jour, elle allait devenir une femme au foyer? C'était pas certain parce que j'aimais pas ce que je voyais et je me concentrais sur ce que j'aimais le plus. D'accord. Et par rapport à comment on perçoit la femme au foyer au Burundi, est-ce que vous pouvez nous parler de c'était quoi vos appréhensions et puis est-ce que c'était quoi l'appréciation de la famille quand vous leur avez dit bah voilà, maman, toi qui es juge, moi j'ai décidé d'être mère au foyer, voilà. C'était quand même difficile parce que j'avais cette capacité d'être concentrée, de rester focus. Et entre guillemets, on dirait que j'étais intelligente. Ok. Alors, on me voyait faire la médecine et j'avais commencé même la médecine, même si je n'ai pas fini ça. Alors, c'était quand même pas un choc, mais jusqu'à aujourd'hui, il se pose de questions. Oh, d'accord. Vous nous avez dit que vous avez fait la médecine, Oui. Mais vous nous avez dit aussi que vous avez fini 2 ans. Oui. Pouvez-vous nous en parler? C'était comment? Parce que quand tu as annoncé à tes parents, bah voilà, j'arrête la médecine. Comme c'est ma sœur, on entend, je dirais par amour. Donc, je me suis mariée alors que j'étais en 2e année et il fallait qu'on déménage. Et je croyais continuer, mais malheureusement, lorsqu'on est arrivé là où on voulait faire notre vie avec mon mari, on a trouvé qu'il n'y avait pas d'université. Oh. Ah oui, il n'y avait pas d'université. J'ai dû changer de carrière. D'accord. Alors, parlons du rôle de femme au foyer au Burundi ou même en Afrique en général. Est-ce que tu dirais que ce que toi tu attendais, ce que toi tu avais vu et ce que tu as expérimenté, c'était la même chose? Ce que j'ai vécu, c'était pas encourageant parce que j'aime que les choses soient en ordre, soient parfaites. Et l'image que je voyais autour de moi n'était pas ça. Et je ne voulais pas prendre la décision de ne pas se marier, mais je voyais que c'était quelque chose que tu pouvais faire. Mais pas quelque chose que tu dois faire nécessairement et du moins rêver à faire. Alors, quand je me suis mariée, j'ai vécu le contraire. Bon, au début, c'était difficile, mais après, j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas pour les autres. J'ai dit, quand même, il faut que j'essaie ce que je viens de découvrir. Et maintenant, je ne regrette pas d'avoir pris cette décision. Parlez-nous de cette différence que vous avez remarquée, de ce pourquoi les autres n'y réussissaient pas et ce que vous avez décidé de changer. Je pense que j'ai découvert la définition de l'amour. Et que l'amour, c'est pas recevoir, c'est donner. Ok. Pour les gens qui ne savent pas qu'on est à la Saint-Valentin, voilà une petite astuce que vous devez garder en tête. Alors, vous nous avez parlé de votre mariage en 2e année. Étant moi-même étudiante en médecine, après avoir fini ma 2e année, maintenant je peux dire, grâce à Dieu, je suis 3e année de médecine. Oh, bravo. Merci. Alors, je me dis, quand moi j'abordais ces discussions avec mes parents ou bien même avec mes sœurs, la réponse directe que j'avais, c'est hors de question. C'est hors de question. Tu attends au moins la 4e année, etc. Donc, il y a tout de suite un découragement de ton entourage. Est-ce que c'était pareil pour toi? Et si oui, comment as-tu fait pour passer au-delà? Maintenant que j'y pense, mais bien sûr, parce que lorsque j'ai annoncé la bonne nouvelle, je dirais, à mes parents, ma mère était d'abord choquée. Parce que j'étais pas du genre à être dans des relations. C'était pas vraiment mon truc. Oui, on fréquentait d'autres amis, des garçons, peut-être avoir des copains, mais c'était pas pour, Alors, lorsque j'ai dit ça à mes parents, d'abord, c'était avec qui?
D'accord. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, venant de ma mère, elle a dit, mais pourquoi tu dois arrêter tes études? Il faut te focaliser sur tes études. D'accord. Mais mon père, lui, il était, il ne faut pas empêcher ta fille de se marier, tu vois. Donc, pour mon père, c'était facile, mais pour ma mère, c'était vraiment pas un non, mais est-ce que tu peux y repenser, tu vois? D'accord. Donc, elle n'était pas très chaud pour ça. Alors, par rapport à une conception que les gens se font de la femme au foyer au Burundi, en disant que c'est une femme qui ne fait rien, les femmes qui décident de croiser les bras et de juste rester à la maison pour pondre des enfants, etc., etc., c'est quoi le commentaire que vous donneriez par rapport à ça? Si je pouvais avoir quelqu'un qui peut être vraiment une mère au foyer pour mes enfants, selon mes standards, peu importe le prix, je l'embaucherai. Ok, je vois. C'est un grand et gros travail. À la fin de la journée, des fois, tu te demandes qu'est-ce que j'ai pu accomplir alors que tu as fait beaucoup de choses en même temps. Parce que maintenant, c'est management des quoi des gens qui étaient dans la maison. Et là, pour dire le matin, par exemple, tu te réveilles, tu dois préparer les enfants pour aller à l'école. Maintenant, mes enfants ont pris notre direction. Ça veut dire que je dois les aider avec quelques cours à la maison. Et aussi, je dois m'assurer que mon mari a tout ce dont il a besoin pour faire son travail. Et aussi, je dois gérer le social. Étant l'aîné de la famille, non pas seulement le foyer ici, il y a aussi la famille. Ok, je vois l'histoire. Moi, je trouve que c'est pas à mépriser, mais en voyant quand même l'impact, surtout sur mes enfants, c'est à encourager. D'accord. Ok, avant de continuer sur ce sujet, parlons un peu de vos aspirations. Vous aviez un rêve de devenir médecin à un moment donné, mais vous avez changé de direction après votre mariage, après avoir vu qu'il n'y avait pas de choix. Est-ce que il y a eu un moment où vous avez regretté de vous être mariée trop tôt? Pas du tout. Pas du tout. Je me rappelle, ça s'est arrivé un jour, je suis partie quelque part et j'ai retrouvé mes collègues de classe. Ils étaient en train de faire l'internat à Kibuye. Et j'avais un enfant de, je pense, 3 ans, 2 ans. Et lorsque je les ai vus, j'ai dit, oh non, vous allez maintenant terminer. Et moi, j'ai dû arrêter. Et ce sont eux qui m'ont même encouragée. Ils m'ont dit, peut-être c'est différent de ce que nous sommes en train de vivre, mais regarde-toi, tu es mariée, tu as un enfant, mais pour nous, on n'est pas encore mariés, on n'a pas encore d'enfants. Et je me dis que je regrette pas. Parce que même initialement, j'avais jamais rêvé d'être docteur. C'est parce que tout simplement, les gens me croyaient intelligente. D'accord. Donc, par exemple, tu as fait l'examen d'État et tu as eu plus de 70%. Ça veut dire que tu vas en médecine. Et moi, je croyais ça. Et je suis partie là. Mais je pense que j'ai carrément arrêté lorsque j'ai commencé à travailler dans les hôpitaux. Pas comme médecin, mais aider les gens avec l'interprétation. C'est là où j'ai vu. Non, c'est pas seulement que j'ai dû arrêter. En tout cas, c'est pas vraiment mon truc. D'accord. Il y a tellement de questions que j'ai envie de vous poser qu'on va finir par ne pas aborder le principal. Alors, ma question maintenant est quel regard portes-tu sur la femme africaine dans sa quête d'équilibre entre la foi, la famille et la passion et les rêves, etc. Est-ce que tu trouves que la femme africaine a atteint cet équilibre-là ou bien qu'est-ce que tu conseillerais à une personne, à une femme ou même à un homme qui recherche cet équilibre, qui ne l'a pas encore trouvé? Dans le contexte africain, je pense pour une femme, c'est plus compliqué que pour les hommes. Parce que lorsqu'on parle déjà femme, ça porte débat.
débat, elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, c'est ce qu'elle ne doit pas accomplir, ce qu'elle doit porter, ce qu'elle ne doit pas porter. Donc, il y a beaucoup de débats quand on parle seulement femmes. Oui, c'est vrai. Alors, pour trouver cet équilibre, c'est toujours vraiment difficile, mais moi, je l'ai vu quelque part, c'est possible. C'est possible. Je pourrais encourager quelqu'un qui veut vraiment voir l'équilibre de se découvrir d'abord. D'accord. D'abord. Après la découverte de soi, on peut maintenant investir en soi-même. Et tu dois poursuivre tes rêves. C'est pas quelqu'un d'autre qui va t'aider. Parce que c'est toi seul qui dois accomplir ce que you are meant to do. OK. Par rapport à la recherche d'identité, on a reçu une invitée ici qui nous a parlé de... notre question, c'était c'est quoi, selon vous, ce qu'une femme doit faire avant de se lancer dans quoi que ce soit? Et sa réponse avait été se connaître soi-même, l'estime de soi, etc. Quelle serait votre réponse à vous? Quel serait l'ingrédient non remplaçable pour qu'une femme soit pleine et entière? Marcher dans son identité. Pour une femme, c'est vraiment facile d'être influencée par le monde extérieur parce que tout ce que tu fais, quelqu'un a toujours un œil, pas critiquant, mais quand même, ils ont quelque chose à dire à ce que tu vas faire ou tu veux faire. Alors souvent, la peur de ne pas choquer ou bien choquer les gens nous empêche. Mais lorsque tu prends le temps de t'asseoir avec toi-même, tu te poses les bonnes questions. C'est ce que je dirais. Ça va t'aider à te découvrir. Par exemple, tu peux t'asseoir. Et je pense ça peut répondre à quelqu'un qui veut connaître sa vision. Tu vois. Tu t'assois, tu te poses des questions. Par exemple, qu'est-ce que je fais et que les gens aiment? Qu'est-ce que je fais bien? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. La deuxième question, c'est que qu'est-ce que j'aime faire, même si on ne me paye pas? J'ai envie de le faire. Et la troisième chose, c'est que quels sont les problèmes qui se trouvent dans mon entourage, qui me fait vraiment... pourquoi les gens font ça? Est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Tu vois? D'accord. Et la quatrième, c'est que quelles sont les opportunités qui sont autour de moi? Ça peut vraiment t'aider à te découvrir et aussi impacter les gens qui se trouvent autour de vous. D'accord. Si je récapitule pour nos auditeurs et auditrices, premièrement, je dois savoir qu'est-ce que j'aime ou bien qu'est-ce que je fais bien. Je fais bien. Qu'est-ce que je fais bien que les gens aiment. Deuxièmement, qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi ma passion? C'est quoi qui me fascine? Troisièmement, c'est quel est le problème qui me révolte? Qui me révolte? Ce qui se passe dans la société que j'ai horreur de voir. Et quatrièmement, c'est quelles sont mes opportunités par rapport à ce problème ou juste mes opportunités tout court? Par rapport à ce problème, parce que toute opportunité n'est pas nécessairement à prendre. D'accord. Donc, mes opportunités par rapport au problème qui me révolte. Noté. Je pense que c'est un devoir qu'on va rentrer avec pour tous ceux qui ont entendu cela. On va essayer de répondre à ces questions. En tout cas, moi, je vais le faire. D'accord. Continuons avec ma prochaine question. Qu'aimerais-tu que la société comprenne mieux à propos de femmes qui sont appelées à diriger ou bien de femmes qui sont poussées vers le leadership? Hommes, femmes, nous sommes des humains. Nous avons des rêves, nous avons des passions, nous avons des capacités. Alors, avec ces capacités, on est appelé à faire quelque chose pour aider le monde, ou bien les gens qui se trouvent autour de nous. Ça ne devrait pas être un choc lorsqu'une femme veut faire quelque chose et il a la capacité de le faire. Surtout ceux qui sont dans le religieux. Tu vois, il y a ce qu'on appelle, vous avez dit, appelé à faire. Lorsque tu es appelé, c'est pas un choix. C'est un mandat qui est sur ta vie et que tu dois accomplir.
que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Alors, au lieu d'être dans le débat, est-ce que la femme, c'est pourtant, si tu vois une femme en train de faire quelque chose, il faut la soutenir. De la même façon que nous sommes en train de soutenir les hommes. D'accord. Ok, ça c'est une petite question que je viens d'avoir maintenant. C'est pas inscrit là, je m'excuse. J'ai récemment entendu parler j'étais dans une discussion et on parlait de la femme au foyer. Et là, mon ami me dit, non mais est-ce que toi tu me verrais être un homme au foyer? Est-ce que tu me verrais, moi, éduquer des enfants pendant que toi, tu travailles ou bien pendant que toi, tu étudies? Quelle serait votre contribution par rapport à ça? J'ai vu ça marcher dans certains couples et c'est possible. Parce que j'ai dit, il y a les capacités. Ok. Il y a une façon dont Dieu nous a créés, mais aussi il y a les capacités qu'on a naturellement. Il y a une maman, bon, je m'excuse pour les mamans qui vont m'écouter. Il y a une maman, lorsque tu lui demandes d'arranger les choses, tu n'étais pas là hier, on avait une soirée gala pour les couples. D'accord. On posait des questions qu'on peut dire un peu féminines, mais c'est pourtant l'homme qui disait, oh, c'est moi qui le fais à la maison. Et on voit que c'est vraiment un couple équilibré. C'est pour dire, donc, il n'y a pas de tu dois faire ça, mais dans le couple, dans le mariage, on travaille avec les points forts de l'autre qui viennent compléter les points faibles pour essayer d'avoir un mariage qui est équilibré. D'accord. Voilà. Par rapport à ce que vous avez dit sur vos études, est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous vous êtes dit, j'ai fait du business management, why not start, pourquoi pas ne pas commencer une entreprise à moi, être CEO, pourquoi ne pas faire un restaurant ou quelque chose dans le genre? J'ai voulu pratiquer ce que j'ai appris dans mon monde. Je suis CEO de ma maison. D'accord. Je m'assure que mes enfants vont bien. Je m'assure que même les gens qui travaillent à la cuisine le font avec excellence et je les prépare pour même un autre travail même après moi. D'accord. Donc, des fois, on pense que les compétences qu'on reçoit quelque part, ça doit nécessairement être dans un contexte, dans une entreprise, mais tu peux toujours utiliser toutes ces compétences que tu as apprises à l'école, même dans ta vie personnelle. Et là, ça ne m'a pas empêché de ne pas commencer quoi que ce soit. Par exemple, je vous ai dit que maintenant, je suis fondatrice de Mucho Ministries. On fait l'administration là-bas. Tu dois coordonner, tu dois arranger, tu dois inviter les gens, tu dois écrire les emails, tu dois faire les programmes, tu dois faire, par exemple, donner du travail aux gens. Toi, tu vas faire le décor, toi, tu vas faire ça, tu vois. Et je vous ai dit que je suis aussi assistante administrative dans Mercy Surgeons. Il y a les missions, je dois assurer les choses. Et aussi, Bethany Kid, alors, quelque chose à moi, oui, déjà dans ma maison, mais aussi des petites choses autour de moi. D'accord. Il y a un édit, je dirais, qui est sorti selon lequel, sur la liste des 100 hommes les plus riches du Burundi, des 100 personnes les plus riches du Burundi, il n'y avait aucune femme dans les 100. Alors, vous, qu'en pensez-vous? Quels sont les facteurs qui ont causé ce déséquilibre-là? Ça, c'est une bonne question et ça fait réfléchir. Personnellement, et même lorsqu'on dit par exemple le Burundi, c'est le pays le plus pauvre, alors que j'ai pu voyager dans d'autres pays, des fois je me dis c'est pas du tout vrai. Parce que je me retrouve dans un pays, je peux même pas m'acheter un oignon. Je dois l'attendre d'un autre pays. On me dit que le pays là est riche que mon pays. Ça fait... Alors, quand on donne des chiffres, ça ne me convainc pas pour dire richesse. Je ne sais pas si c'est... Oui, je comprends. C'est pas nécessairement que c'est...
en tout cas, ceux qui se retrouvent dans les banques connaissent ça, que quand on dit quelqu'un a tel argent sur son compte, c'est pas évident que c'est son argent. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses, mais les femmes, oh mon Dieu. En fait, bon, ça c'était une réflexion que j'ai avec un groupe d'amis. On se disait, non mais par exemple, lorsque une femme est première-née, comme vous le dites, c'est attendu qu'elle partage sa richesse avec la famille. Même si, je dirais, même si elle n'est pas la première-née, mais par exemple, si c'est la seule fille à la maison, she's expected que c'est elle qui achète les pagnes pour maman, qui arrange les fêtes, qui s'arrange à ce que tout soit bien coordonné partout et partout. Donc, son argent part dans l'achat des habits des enfants, dans l'achat de draps, de couvertures et tout. Tandis que l'argent de l'homme, ça l'enrichit. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce principe que la femme a beaucoup de charges financières qui ne sont pas nécessairement les factures, parce que les hommes aussi vont se débattre en disant nous on paie les factures, etc. Est-ce que vous diriez que c'est pareil? Naturellement, la femme est sociale, très sociale. Alors, ça va se manifester même dans sa façon de gérer son argent. Et surtout que nous sommes dans un pays qui est vraiment social aussi. On a beaucoup d'activités sociales. Oui, c'est sûr. Si on part au Kenya, ça peut être différent. Parce que là-bas, j'ai vécu, c'est chacun pour soi, même pour les frères. Alors, je trouve que le contexte du Burundi peut-être ne permet pas que les femmes aient ces chiffres ou bien se trouvent sur cette liste. Mais je sais aussi que dans beaucoup de foyers, des fois, on trouve que c'est la femme, même financièrement, qui tient la maison, qui tient les maisons. Donc, c'est un don constant, et c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que les femmes sont riches. On est riches. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Pour le mot de la fin, que diriez-vous à une jeune fille qui rêve d'avoir un impact, mais ne sait pas par où commencer? Et quelle serait, je dirais, la leçon de vie que tu aurais aimé apprendre plus tôt? Ou bien, si une jeune femme t'écoute en ce moment et qu'elle doute encore, que lui diriez-tu? Premièrement, découvre-toi. Prends le temps de t'asseoir et te demander qui est Kadi, qu'est-ce qu'elle peut mieux faire, quels sont les challenges dans la communauté, elle peut aider à pas gérer, mais quand même à résoudre. Et quatrièmement, quelles sont les opportunités. Après ça, il faut investir sur soi-même. Bon, des fois, il faut aller à l'école pour avoir des diplômes, mais aussi, tu peux te documenter. Maintenant, nous avons l'université Google, donc c'est facile. Et quand vient notre, certains l'appellent mon vieil ChatGPT, donc il faut investir en soi-même. La troisième chose, c'est avoir du mentorat. Des gens qui t'accompagnent, mais aussi qui te posent de bonnes questions. Je dirais ça peut vraiment aider cette femme qui veut vraiment avoir de l'impact. Quand commencer, lorsque tu as quelque chose déjà en toi, tu commences déjà. D'accord. Oui. Quelle serait la leçon de vie que vous auriez aimé entendre quand vous étiez plus jeune, ou bien même plus tôt? Oui. C'est de ne pas demander la permission autour de toi pour faire ce que tu penses faire. Ça, c'est beau. C'est beau et puissant. N'attends pas la permission des autres pour faire ce que toi, tu penses être bon. Waouh. OK.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos expériences. Merci beaucoup pour le partage que vous venez de nous faire. Merci d'être là un jour de Saint-Valentin. C'est un plaisir. Merci beaucoup de l'expérience que vous venez de nous partager, des conseils et de toutes ces petites remarques qui vont faire en sorte que la jeune fille qui nous écoute, la jeune femme qui nous écoute, sera une meilleure version d'elle-même dans quelques jours ou dans quelques mois. C'est ma passion et courage. Merci beaucoup. Je tiens à remercier nos auditeurs et nos auditrices pour leur temps, pour leur dévotion. Merci à toutes celles qui écoutent She Knows, qui sont en train de faire en sorte que le futur de demain soit un futur où les femmes sont des vrais piliers pour la société et des vrais change makers pour la société. C'était l'émission She Knows de Iris News, présentée par votre humble servante, Inès Zakadi Merveille. Nous étions en direct à la radio Indondi Culture, 88.2 MHz et 99.9 MHz. À plus tard pour une autre prochaine émission. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et un bon après-midi selon où vous vous trouvez et où vous nous écoutez, pas à quelle heure vous nous écoutez. Merci beaucoup. Ciao.